Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre ce soir pour cette conférence en 18h30 20h sur l'avenir des think tanks dans un monde bouleversé. Je vous rappelle que cette conférence, nous l'organisons tous les ans et qu'elle est organisée dans plus de 70 pays aujourd'hui, pas à la même heure, mais ce jour même, à l'occasion du lancement en fait du classement de l'Université de Pennsylvanie, le Global Go-To Think Tank 2020, classement qui est sorti à 17h52 très précise et qui sera diffusé sur le site de l'Université de Pennsylvanie à partir de demain. Donc c'est la 15e édition de ce classement. C'est un lancement qui est réalisé dans 70 pays. Je vois que c'est noté même cette année 130 villes dans le monde aujourd'hui. C'est le classement le plus complet en fait qui existe sur les think tanks dans le monde et qui est réalisé par cette université de Pennsylvanie et dirigé par le professeur James McGann, qui fait tout un travail en fait de mise en réseau, d'échange, de confrontation des expériences, de retour d'expérience entre les think tanks avec des conférences qui sont organisées tout au long de l'année par cette université et par James McGann partout dans le monde et qui nous permettent de côtoyer nos homologues think tanks et de discuter avec eux, d'échanger avec eux. On a été plutôt en ligne cette année, on n'a pas tellement voyagé du fait du Covid, mais le travail de mise en réseau et le travail d'échange s'est poursuivi. Donc ce classement, il inclut 11 175 instituts de recherche considérés comme think tanks, qui sont du monde entier. 3 974 personnes sont sondées chaque année. Ce sont des experts, des universitaires, des décideurs politiques, des représentants d'ONG, d'autres think tanks, des journalistes de toute nationalité, pour classer les think tanks dans le monde, à la fois les think tanks dans le monde, les think tanks par région, mais également par thématique. Donc quelques chiffres sur ce classement. Je ne vais pas non plus trop m'apesantir sur le détail de ce classement, mais quelques chiffres malgré tout. L'Amérique du Nord, Mexique, Canada, États-Unis compte 2397 think tanks enregistrés, dont 2203 think tanks pour les seuls États-Unis. En Europe, ce sont 2932 think tanks qui sont enregistrés et classés, et environ 47% des think tanks sont établis en Amérique du Nord et en Europe. Pour l'Asie, ce sont 3389 think tanks qui sont répertoriés, 1179 pour l'Amérique centrale et du Sud, 679 en Afrique et 599 au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, avec clairement, comme dans les relations internationales en général, clairement une émergence, une montée en puissance des think tanks des pays émergents depuis plusieurs années, qui est très très nette en fait. Alors en France, le classement McGann répertorie 275 think tanks. La France est le 6e pays à avoir le plus de think tanks, derrière les États-Unis, la Chine, l'Inde, le Royaume-Uni et la Corée du Sud. Donc une activité de réflexion et de débat qui est significative en France. 28 think tanks ou networks français sont classés dans ce dans ce classement McGann. Donc j'ai le plaisir ce soir, et je les remercie d'ores et déjà, j'ai le plaisir d'accueillir quatre intervenants pour discuter ensemble de ce que sont ces think tanks et de quel peut être leur avenir dans le monde bouleversé dans lequel nous vivons, le monde un petit peu particulier dans lequel nous vivons et nous avons vécu, alors nous vivons en général, mais nous avons vécu ces derniers mois. Donc, j'ai à mes côtés ou par écran interposé, à mes côtés, Jacques Audibert, vous êtes secrétaire général du groupe Suez. J'ai également, alors vous ne la voyez pas parce que la caméra ne fonctionne pas, mais elle est bien là, Vanessa Burgraff, directrice de la rédaction francophone de France 24. Mon général, le général Luc de Rancourt, directeur général adjoint des relations internationales et de la stratégie du ministère des Armées. Et enfin, Madame la députée Marie-Pierre Védrenne, vous êtes députée européenne et vice-présidente de la Commission du commerce international au Parlement européen. Donc encore merci à vous quatre d'avoir accepté de nous rejoindre pour échanger, discuter sur les think tanks ce soir. Je vais vous poser en fait une série de 3 questions à tous les quatre. Je vous demanderai d'y répondre
de manière assez pas trop longue, on va dire, hein, on n'est pas non plus à la minute près, sur cette question des think tanks. Et puis dans un deuxième temps, je prendrai les questions des auditeurs qui en général sont nombreuses dans nos conférences. Donc ma première question, elle pose sur vos métiers respectifs, et on a volontairement choisi un panel d'intervenants très, très divers. Dans vos professions respectives, quelle relation avez-vous avec les think tanks? Comment exploitez-vous leurs travaux, leur expertise? Est-ce que vous participez à leurs événements? Est-ce que vous participez aux débats publics qu'ils animent? Donc, je vais peut-être commencer dans l'ordre qui est l'ordre alphabétique, d'ailleurs, dans l'ordre d'inscription sur l'annonce de cette conférence. Jacques Audibert, à quoi vous servent les think tanks? Les think tanks servent à beaucoup de choses pour les entreprises. Je suis donc secrétaire général du groupe Suez, qui est un groupe mondial de l'environnement. Et à ce titre-là, nous avons bien entendu intérêt à échanger, à approfondir notre expérience et à approfondir notre connaissance des 119 pays dans lesquels nous travaillons. Mais cela à plusieurs titres. D'abord, évidemment, pour avoir une meilleure connaissance de l'environnement général politique des pays où nous travaillons, ne serait-ce que pour maîtriser les risques pays et pour mettre en œuvre également les nouveaux devoirs des entreprises. Je pense en particulier à la loi sur le devoir de vigilance de 2017 qui donne aux entreprises des responsabilités sociales, sociétales extrêmement étendues, en particulier sur la maîtrise de leurs fournisseurs. Donc, ça nécessite la maîtrise de la connaissance politique du pays que n'ont pas toujours nos collaborateurs. Autrement dit, les ONG et en particulier les think tanks que nous pouvons rencontrer sur place sont de très précieuses sources d'informations. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que les entreprises voient leurs responsabilités aujourd'hui, au-delà du devoir de vigilance, mais leurs responsabilités et la manière dont on les voit s'élargir de façon extrêmement importante. La responsabilité sociale et environnementale d'une entreprise est aujourd'hui un sujet majeur. Et pour assumer cette responsabilité sociale et environnementale, les interlocuteurs habituels, classiques d'autrefois des entreprises, que sont les financiers, que sont les fournisseurs, que sont les partenaires, ne suffisent plus. Il faut pouvoir éclairer davantage le paysage et l'éclairer grâce à des travaux de recherche, grâce à des échanges et grâce à des travaux approfondis que nous commandons ou que nous faisons réaliser dans l'ensemble des pays dans lesquels nous travaillons. C'est évidemment un peu différencié selon qu'on est aux États-Unis, en Afrique ou en Inde, mais le principe reste le même. Je pense que les think tanks ont un rôle très important à jouer pour nous, les entreprises, spécialement les entreprises à vocation mondiale comme Suez, encore une fois, pour mieux connaître ce monde et mieux assumer ces nouvelles responsabilités. Là, vous devez être sur mute, on ne vous entend pas. Est-ce que vous m'entendez? Maintenant, oui. Oui, merci de me l'avoir signalé. Donc, j'étais en train de vous dire que pour rebondir un petit peu sur vos propos, j'ai peut-être une question à vous poser. On constate, nous, à l'IRIS, que les entreprises sont parfois un petit peu réticentes à participer au débat public sur les grandes questions internationales. Comment expliquez-vous ça? Est-ce que c'est une crainte d'être mal compris, mal interprété? Je l'explique par le fait que ce n'est pas la vocation des entreprises. Ce que je viens de vous décrire de façon spontanée, c'est un sens d'information qui va du sens de l'extérieur vers l'entreprise. Qu'une entreprise prenne parti dans des débats ou dans des sujets internationaux, ça n'est pas sa vocation, ce n'est pas de la crainte, mais une entreprise est là pour assumer sa raison sociale, sa raison d'être, pour parler plus largement comme on le fait maintenant aujourd'hui. Pour Suez, par exemple, c'est l'environnement, c'est créer un environnement plus durable
le plus sûr dans l'immédiat. Et pour ça, prendre part aux débats internationaux pour une entreprise, c'est toujours un peu difficile. Moi, quand je m'exprime au nom de Suez, je fais attention parce que mes précédentes fonctions, j'étais conseiller diplomatique du président de la République, François Hollande. Quand je m'exprime sur des sujets diplomatiques, je fais bien attention de dire que c'est pas Suez parce que, encore une fois, ça n'est pas la vocation. Je n'ai pas à faire prendre à l'entreprise des positions qui n'ont pas à être les siennes. Mm. Merci beaucoup. Vanessa Burgraff, donc je vous repose la question que j'ai posée à Jacques Audibert. Quelle relation avez-vous avec les think tanks? Comment exploitez-vous leurs travaux, leur expertise? Alors nous, ici à France 24, il faut savoir qu'on émet donc 24 heures sur 24 pour 4 chaînes, francophones, anglophones, arabophones et hispanophones. On traite de l'actualité internationale, autant dire que le sujet est vaste. Et donc, on a besoin d'experts, d'analystes qui viennent décrypter cette information internationale. Alors, autant dire que les think tanks, pour nous, eh bien, c'est un vivier d'experts, d'analystes qui viennent donc décrypter l'information, qui viennent également alimenter nos débats. Souvent, ce sont des débats assez polarisés. Donc, suivant les think tanks, si c'est plutôt un think tank d'inspiration libérale ou social-démocrate, ça permet, si vous voulez, d'avoir des invités qui viennent, qui ont des tendances ou des sensibilités politiques différentes et qui permettent donc de polariser les débats. Donc, pour nous, c'est un véritable vivier d'analystes. En même temps, les publications des think tanks sont véritables sources d'informations pour nos journalistes qui lisent évidemment les publications. Et enfin, les think tanks offrent aussi à nos journalistes une certaine visibilité, notamment chez les dirigeants, lorsque ceux-ci participent, par exemple, à des colloques organisés par des think tanks. Par exemple, sur les géopolitiques de Nantes, on a chaque année un journaliste de France 24 qui vient animer un débat. Donc, ça leur donne aussi de la visibilité. Donc, c'est source d'information, mais c'est surtout un vivier d'experts pour nous qui viennent alimenter nos débats. Vous voyez, par exemple, hier, on a fait un débat sur la géopolitique du vaccin. On avait Pascal Boniface donc, de l'IRIS, mais on avait aussi Antoine Bondaz de la Fondation de la recherche stratégique. Donc, voilà à quoi servent pour nous les think tanks. Mais c'est aussi une relation, j'ai envie de dire, gagnant-gagnant, puisque les think tanks, on leur offre aussi, de notre côté, une visibilité médiatique. Oui, oui, tout à fait. Et effectivement, il y a vous invitez à des débats, mais nous travaillons aussi et nous invitons régulièrement les journalistes à participer à nos débats. Et il y a même, je crois que plus que peut-être dans d'autres secteurs ou avec d'autres institutions, il y a aussi des vases communicants en fait entre des journalistes qui se spécialisent sur certains sujets et deviennent des experts Tout à fait. de leur sujet et vice-versa. On a aussi des journalistes, par exemple on a un journaliste chez nous qui est spécialiste sur toutes les questions de terrorisme et de djihadisme et qui fait aussi de nombreuses, qui publie notamment aux États-Unis dans de nombreux think tanks. Donc ça lui donne une visibilité aussi qui est formidable, non seulement en France mais également à l'étranger en participant également à des colloques. Merci. Général de Roncourt, alors dans votre profession, quelle relation entretenez-vous avec les think tanks et comment exploitez-vous leurs travaux, leur expertise? Bien, écoutez, tout d'abord, il y a deux choses. La première, à titre personnel, et ça a été évoqué précédemment, les think tanks ont un rôle en termes de formation. Et tout au long de ma carrière, et en particulier pour les échéances importantes, passage à l'école de guerre, ce genre de choses, j'ai eu recours à la lecture d'un certain nombre de publications des think tanks qui m'ont permis également de façonner ma pensée, de mieux comprendre les enjeux au-delà de ce que j'avais accessible dans mon milieu professionnel. C'est également à l'occasion d'interventions que j'ai pu avoir l'occasion de faire lors de différents séminaires organisés par les think tanks. Et puis également, c'est le suivi de l'actualité et des différents rapports qui peuvent sortir
régulièrement de la part des think tanks. Donc ça, c'est à titre personnel et je crois que nous sommes nombreux dans les armées à y recourir de cette manière-là. Maintenant, au titre de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie du ministère des Armées, notre lien avec les think tanks est extrêmement étroit. Il est étroit parce que pour nous, les think tanks contribuent à satisfaire un certain nombre de besoins qui nous sont spécifiques et pour lesquels nous avons besoin de pouvoir nous appuyer également sur la recherche stratégique. À la fois parce qu'ils offrent une vision qui peut être assez indépendante, parce que également c'est le moyen d'avoir l'exploration de champs pluridisciplinaires. Ce sont des approches qui peuvent être originales et qui nous sortent un petit peu de notre cadre normal. Et puis également, c'est parce qu'on a aussi un besoin de pouvoir intégrer la recherche universitaire à nos réflexions. Par ailleurs, ça a été également évoqué précédemment, il y a la nécessité, selon nous, d'avoir un vivier de chercheurs qui soit étoffé, qui permette justement à notre pays de pouvoir faire valoir sa vision, ses intérêts sur la scène internationale. Et donc, ça nous paraît essentiel de contribuer à alimenter ce vivier, à le nourrir, à la fois par les commandes que l'on peut passer, à la fois par le soutien à la recherche universitaire, le soutien au think tank, et puis parce que nous sommes convaincus que c'est à travers ce lien étroit entre think tank, ministère des Armées, qu'on contribue également au renouvellement de la pensée stratégique française. Donc ces interactions avec les think tanks sont nombreuses, elles se font à la DGIS, elles se font auprès des think tanks, et puis elles se font aussi assez régulièrement à l'occasion de déplacements officiels où nous sommes accompagnés par des représentants des think tanks qui vont pouvoir également faire part d'un certain nombre d'analyses que nous ne portons pas nécessairement, mais qui contribuent à façonner une vue aussi complète que possible d'une problématique. Voilà à peu près comment est-ce que ça se passe au sein de la DGIS. On ne vous entend pas. J'oublie de rebrancher mon micro à chaque fois. Effectivement, je voulais rappeler, pour compléter votre propos, que les ministères offrent un certain nombre, sont aussi une source de financement pour les think tanks, puisqu'ils proposent chaque année, ou ils lancent des appels d'offres pour proposer des études et des notes de recherche, et ça participe aussi de notre quotidien et de notre activité. Je me tourne à présent vers vous, Madame Védrenne, Madame la députée. Vous, quelle relation avez-vous avec les think tanks alors, et comment exploitez-vous leurs travaux? Merci beaucoup déjà pour votre invitation. Je crois que je ne vais pas sortir des exemples qui ont été donnés précédemment parce que je rejoins totalement ce qui a été dit. Effectivement, moi j'ai un lien particulier avec l'ensemble des think tanks, quelle que soit déjà leur obédience politique. C'est un choix personnel, que ce soit justement au travers des lectures, des publications, des différents travaux de recherche, que je peux chercher par moi-même sur différents sujets ou que je peux recevoir aussi. Mais il y a aussi, vous l'avez souligné dans votre question, à la fois la participation à des événements qui peuvent être organisés par des think tanks, mais aussi solliciter les think tanks pour participer à des événements qui peuvent être organisés par le Parlement européen. Donc, c'est essentiel pour moi de justement renforcer ce lien avec des think tanks, ça a été dit par les précédents intervenants, parce que là aussi, au Parlement européen, dans la Commission commerce international, les sujets sont divers, à la fois sur les questions, que ce soit des questions économiques, que ce soit des questions relatives à la diplomatie, bien sûr au commerce, et qui ont lien dans l'ensemble du zone du monde. Donc, un parlementaire européen ne peut pas connaître tous ces sujets et toutes les zones du monde. Il y a des connaissances plus particulières que nous pouvons avoir sur certains sujets. Donc, il est essentiel de faire appel à des chercheurs et à différents think tanks parce que moi, ce que je considère, c'est que le lien avec les think tanks, ça me permet de conforter ou de confronter des opinions, des idées, des propositions que je peux avoir, parce que notre rôle, c'est quand même de bâtir
des politiques publiques européennes qui soient efficaces et qui permettent de défendre les intérêts européens et aussi les intérêts français. Donc, c'est essentiel de faire appel à tous ces travaux qui s'inscrivent en plus dans un temps différent que du responsable politique. Le responsable politique, souvent, s'inscrit dans un temps beaucoup plus court. Il y a aussi la pression qu'il peut y avoir de la société civile. Donc, c'est essentiel de faire appel à des chercheurs qui ont cette expérience de plus long terme, qui s'inscrivent dans un temps plus long et qui nous permettent de prendre, je pense, le recul nécessaire et essentiel parce que il ne faut pas oublier que le titre de votre conférence, c'était aussi l'avenir des think tanks dans un monde bouleversé. Et effectivement, nous faisons face à un monde bouleversé, à un monde de transition, et c'est essentiel d'être accompagné par les chercheurs pour pouvoir prendre les bonnes décisions, pour travailler aussi avec les entreprises, avec les ministères, avec la société civile, avec tout le monde, pour garantir cette efficacité de nos politiques publiques. Donc, ils sont nombreux, ils sont divers, et je pense qu'ils sont aussi propres à chaque député européen qui conçoit aussi son mandat d'une différente façon. Merci beaucoup. Je vais poursuivre avec vous en vous posant la deuxième question qui fera l'objet d'un tour de table. Que pensez-vous, comment jugez-vous les think tanks français? Alors bien évidemment les think tanks en général et puis les think tanks plus spécialisés sur les questions internationales puisque nous à l'IRIS c'est un petit peu c'est quand même notre cœur de métier. Est-ce qu'ils participent de l'influence de notre pays suffisamment ou pas assez? Est-ce que ou en tout cas est-ce qu'ils accompagnent l'ambition de notre pays en la matière? Et comment les jugez-vous par rapport à leurs homologues internationaux? Alors moi je pense, et vous l'avez dit en plus en introduction, en termes déjà de chiffres, on voit bien que les think tanks français sont nombreux, sont différents et portent, comme on l'a tous dit aussi à la précédente question, des éléments essentiels pour construire, que ce soit donc les responsables politiques, mais que ce soit les entreprises, une certaine vision et prendre des décisions les plus éclairées possibles. Donc je pense que les think tanks français jouent un rôle capital justement dans les actions des uns et des autres. Je pense qu'aussi, il y a une grande diversité des think tanks. Et ça, c'est une chance. Au-delà, justement, des différentes obédiences politiques, au-delà des différentes visions, mais sur les thématiques, sur les zones géographiques. Et c'est ce qui fait justement la recherche de nos think tanks et de notre recherche. Donc, c'est essentiel aussi, justement, de les valoriser. C'est le rôle aussi, que ce soit des ministères, mais que ce soit aussi des parlementaires européens. Parce que, vous l'avez dit dans votre question, ça contribue aussi à valoriser les positionnements de la France, notamment sur les questions internationales. Donc, moi, il est certain que je fais bien évidemment d'abord appel à des think tanks français pour éclairer mes décisions dans la Commission du commerce international. Et après, je conforte ou je confronte justement les différents points de vue avec d'autres think tanks pour avoir un autre éclairage et pour avoir aussi une approche différente en fonction des zones géographiques. Et c'est essentiel justement d'avoir ce panorama global. Donc, moi, j'ai plutôt une très, très bonne image justement de tous les rapports que je peux avoir avec les think tanks français. Je pense que ça, en piste d'amélioration en quelque sorte, en tout cas aux côtés du Parlement européen, on voit souvent que certains think tanks, notamment des Allemands, sont très présents, ont beaucoup de moyens et c'est peut-être à nous aussi, responsables politiques, d'encourager et de valoriser encore plus davantage les think tanks français. Alors, vous avez évoqué effectivement la question des moyens et si vous posiez la question que je vous ai posée aux think tanks et aux think tankers, vous auriez ce retour qui consiste à dire, attendez, les moyens dont disposent les think tanks français sont quand même bien inférieurs à ceux dont disposent les think tanks étrangers, en particulier les anglo-saxons ou les think tanks allemands. C'est effectivement un vrai sujet et c'est une véritable question. Néanmoins, les think tanks français existent, disposent de moyens et sont présents dans les classements et sur la scène internationale. Alors, je me tourne à présent vers vous, Général de Rancourt. Que pensez-vous, vous, des think tanks français et comment les percevez-vous par rapport à leurs homologues étrangers? Écoutez, puisque la question des moyens a été évoquée, oui, il y a un rapport de 1 à 10 entre les moyens de nos think tanks français et puis ceux de leurs homologues anglo-saxons ou allemands. Et donc, c'est d'autant plus méritant
de la part de nos think tanks d'avoir des classements qui sont aussi bons dans le classement que vous avez évoqué en début de réunion. Je crois que le fait que les difficultés auxquelles peuvent être confrontés nos think tanks, d'une part, c'est parce que entre le monde anglo-saxon et puis notre univers en France, leur essor est plus difficile parce que en France, on fait face à une réalité politique, académique et puis institutionnelle, administrative qui est très différente. D'autre part, parce que en France, très longtemps, on a été inscrit dans une tradition culturelle qui valorisait les intellectuels publics, qu'on avait aussi un certain cloisonnement entre les différents milieux et que l'on voit heureusement évoluer. On a également une société qui est assez rétive à l'égard des financements privés, de la culture de l'influence. Et ça, c'est quelque chose qui n'arrête pas nos partenaires anglo-saxons. Également, on a affaire à un foisonnement de statuts juridiques, que ce soit loi d'association 1901, que ce soit fondation, que ce soit association reconnue d'utilité publique. Et derrière ça, eh bien, c'est derrière la question de l'utilité publique, eh c'est la question éventuellement du devoir de réserve auquel peuvent être exposés les think tanks. Et puis également, le fait qu'ils aient à rendre des comptes. Donc beaucoup de think tanks vivent aussi des subventions publiques et en particulier, comme je le disais tout à l'heure, le ministère des Armées soutient les think tanks parce qu'on estime que c'est essentiel pour l'influence de notre pays. On estime qu'il faut pouvoir décloisonner les approches, qu'elles soient entre politique publique, monde académique et puis partenaires privés. Il faut absolument avoir une culture de l'hybridation beaucoup plus large. Et puis, bon, en termes de chiffres, le ministère des Armées, c'est 10 millions d'euros chaque année consacrés à la recherche stratégique. Et je crois que c'est extrêmement salutaire pour pouvoir continuer à favoriser cette recherche. C'est également la nécessité de pouvoir rayonner à l'international. Et donc, il faut que toutes les institutions y contribuent. Et puis, je note aussi qu'avec la structuration des espaces géographiques de l'Union européenne et ce genre de choses, on a des think tanks qui changent un petit peu de format et qui viennent se rapprocher d'organisations internationales. Et je pense que de ce côté-là, en France, il faut qu'on puisse contribuer à investir ce champ de manière à également faire valoir notre façon de voir, nos approches, pour que eh bien, la France également puisse rayonner. Parfait, mais oui, tout à fait. Je me permets de compléter un petit peu vos propos parce que on a souvent dans l'opinion publique française, on a souvent cette idée que les think tanks sont des sortes d'administrations en fait, que ce sont des institutions publiques. Donc je me permets de rappeler que les think tanks sont des organisations privées et que lorsqu'ils touchent des fonds publics, qui participent effectivement de leur financement, et ça vous l'avez très bien dit, c'est en général pour réaliser des travaux pour ces institutions, au même titre qu'ils peuvent obtenir des financements privés pour réaliser des travaux, des études, des recherches, des événements au service des entreprises. Donc ça, c'est important de le préciser. Et puis, il y a peut-être un autre élément à préciser également pour les auditeurs, pour bien comprendre ce qui différencie quand même les think tanks français des think tanks étrangers, en tout cas pour les anglo-saxons, puisqu'on a cité les anglo-saxons ou les allemands d'ailleurs, c'est que en Allemagne, aux États-Unis, un petit peu moins au Royaume-Uni, mais malgré tout, vous avez des think tanks qui sont directement financés par des partis politiques et qui sont des instruments d'influence en fait de partis politiques, ce qui est à ma connaissance beaucoup plus rare, voire là comme ça je n'en vois pas, beaucoup plus rare en France et beaucoup plus limité en fait dans la capacité d'influence que les think tanks américains. Il y a de grands think tanks qui sont, et en Allemagne c'est pareil, qui sont des porte-voix de partis politiques et donc forcément il y a des financements derrière parce qu'il y a un enjeu d'influence
assez majeur. Alors, je me tourne à présent vers vous, Vanessa Burgraft. Que pensez-vous, vous, de ce paysage français des think tanks? Ben, comme disait Madame la députée, ce qui me frappe, c'est quand même la grande diversité. Et puis, comme vous le disiez à l'instant, ce que je trouve assez intéressant concernant les relations internationales et les think tanks qui sont spécialisés dans les relations internationales, c'est les diversités d'opinions au sein même de ces think tanks. Et ça, c'est justement la différence des États-Unis, que ce soit à l'IRIS, l'IFRI ou je pense à la Fondation pour la recherche stratégique. Vous avez des experts qui n'ont pas les mêmes sensibilités, les mêmes opinions sur des grands sujets. C'est-à-dire que c'est pas aussi clivant que ça ne peut l'être, comme vous le disiez, aux États-Unis. Je prends un exemple, par exemple, sur l'Iran. On a souvent fait de nombreux débats sur faut-il imposer des sanctions au régime iranien, et on pouvait trouver des experts de l'IFRI, de l'IRIS ou de la Fondation pour la recherche stratégique qui étaient certains pour des sanctions à l'égard du régime iranien et d'autres qui étaient contre et qui pourtant étaient dans le même institut. Ça pourrait être vrai aussi sur le conflit israélo-palestinien, qui est aussi un conflit où les opinions peuvent être très clivantes. Et bien dans un même institut, vous pouvez avoir des gens, des experts qui ont des opinions différentes. En revanche, les think tanks anglo-saxons, en tout cas, ça va dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure, il y a une très grande porosité entre le monde politique et les think tanks, très souvent des gens qui sortent une administration sortante, des gouvernants d'une administration sortante vont rejoindre un think tank et vice-versa, ceux qui ont été dans un think tank vont rejoindre ensuite une administration. C'est par exemple le cas d'Anthony Blinken, qui a été longtemps dans un think tank, qui aujourd'hui est au département d'État. Donc il y a une porosité entre le monde politique et le monde des think tanks qui est très fort aux États-Unis, qui est moins fort en France. Et donc aux États-Unis, je trouve que c'est plus clivant. Il y a par exemple la Brookings est très très différente par exemple de Heritage, qui est un think tank qui est extrêmement conservateur. C'est moins vrai en France. En tout cas, je parle pour les relations internationales. Après, sur les sujets, sur des think tanks qui sont plus orientés vers l'économie, par exemple comme l'Institut Montaigne, qui est un think tank très libéral, c'est plus net que concernant les relations internationales. En tout cas, c'est mon sentiment. Merci Madame Burgraff. Jacques Audibert, que pensez-vous, vous, du paysage français des think tanks en général, sur les questions internationales en particulier, et comment les jugez-vous, ces think tanks français, par rapport à leurs homologues internationaux, puisque j'imagine que vous travaillez aussi avec des think tanks étrangers? J'ai surtout l'expérience de ma carrière de diplomate en 30 ans. Je trouve que la qualité des think tanks français a énormément évolué. Ils se sont développés, ils ont pris de l'ampleur, ils ont acquis une capacité à capter des financements extrêmement performantes. Je trouve qu'aujourd'hui, il est normal qu'ils prennent leur place dans le monde. Pour ce qui nous concerne, on utilise effectivement beaucoup de think tanks, pas obligatoirement ceux sur les relations internationales, mais ceux-là aussi. Madame Burgraff a mentionné l'Institut Montaigne, qui est évidemment pour les entreprises une source d'informations précieuses, mais tous ces instituts, les 5 ou 6 tops sont vraiment aujourd'hui d'une qualité extrêmement importante. Et c'est une évolution parce qu'il y a 20 ans, c'était plus compliqué quand même, d'une part. D'autre part, s'agissant des Américains, ce qui est frappant, effectivement, ça a été dit, c'est la nature de ces think tanks, mais qui correspond également à la nature du régime. Le spoil system aux États-Unis, c'est-à-dire la capacité pour le président à changer, pour une administration présidentielle, à changer les hautes sphères de l'administration lorsqu'il arrive et qu'il ne choque personne, n'est rendu possible que grâce à cette porosité. Moi, quand je négociais l'accord iranien avec Bill Burns, il était là, Bill Burns, puis il est parti 4 ans diriger la Carnegie, qui n'est pas exactement un petit think tank, certes, et aujourd'hui, il est patron de la CIA. Donc, ce sont des parcours qu'on aurait du mal à imaginer en France, mais c'est extrêmement important, à la fois parce que ça participe de la faisabilité de cette rotation, parce que le spoil system n'est rien d'autre qu'une rotation des compétences, d'une part, et d'autre part,
cette porosité permet évidemment à aller, quand on va voir la Brookings, quelqu'un qui a été directeur des affaires stratégiques, il a une vision différente de quelqu'un qui a été chercheur toute sa vie. Et ça, je pense que ça participe vraiment beaucoup de la performance de ces instituts. En Allemagne, effectivement, c'est différent. Les Stiftungen sont plutôt liés à des partis. Et là aussi, je trouve qu'il y a un cloisonnement entre chercheurs et responsables administratifs ou politiques, enfin politiques non, puisque ce sont des Stiftungen politiques évidemment, mais il y a un cloisonnement entre les fonctions. Je pense que pour les États-Unis, un peu moins pour le Royaume-Uni, mais pour les États-Unis, c'est un véritable atout d'avoir toujours à disposition quelques dizaines de fonctionnaires, surtout au département d'État, mais dans d'autres institutions aussi, qui ont vécu une vie de chercheur et qui connaissent cet aspect-là de la chose, et qui sont capables ensuite d'avoir des raisonnements extrêmement efficaces avec, on dirait dans une entreprise, un circuit court de la recherche à la production. Voilà. Merci beaucoup. Et je reste avec vous, Monsieur Audibert, puisque la troisième question et dernière question que je vais vous poser et pour laquelle on va faire un tour de table porte sur notre sujet de ce soir. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, Madame Bedrel, l'avenir des think tanks dans un monde bouleversé. Alors, le monde est complexe avant cette année 2020 et ce début d'année 2021, et il s'est bouleversé avec cette pandémie. Qu'est-ce que ça change de votre point de vue pour les think tanks ou dans vos métiers respectifs par rapport aux besoins que vous pourriez exprimer vis-à-vis du travail et des activités des think tanks? Je pense que que ce soit dans les entreprises, dans l'administration, les décideurs ont besoin de s'entourer d'avis contradictoires, comme ça a été très justement dit. Il faut que les avis soient contradictoires et des avis d'experts. Donc, plus le monde est complexe et bouleversé, plus il y a besoin de cet éclairage. Cela dit, le monde est toujours bouleversé. À quel moment est-ce qu'on pouvait dire les think tanks dans un monde paisible et uniforme? Ça n'existe pas. Alors, il est un petit peu plus bouleversé, mais on a connu, moi j'ai été choqué par la une du Times qui disait Worst year ever, comment on peut écrire un truc pareil quelques décennies après la Deuxième Guerre mondiale. Je veux dire, les bouleversements, il y en a toujours, c'est clair. Mais aujourd'hui, quand même, les choses vont peut-être un petit peu plus rapidement. Et dans ce paysage-là, avoir des bons chercheurs, des bons think tanks, c'est-à-dire pas seulement des chercheurs, mais la capacité à les faire travailler ensemble, la capacité à les faire produire ensemble rapidement, efficacement sur des sujets pointus, ça c'est vraiment précieux. Mais j'y insiste sur des sujets pointus, c'est-à-dire que les études ou les travaux trop larges apportent un élément d'ambiance, mais on a besoin de savoir, quand on est une entreprise, des choses beaucoup plus précises. En gros, si j'investis dans un réseau d'eau au Sénégal pour 30 ans, comment dans les 30 ans est prévue l'évolution des populations, l'évolution démographique, l'évolution politique. Pour ça, vous voyez, on a besoin de gens qui savent écrire des choses extrêmement pointues, et je pense très sincèrement que les think tanks français sont de plus en plus à même de fournir ce type de produits. Merci. Vanessa Burgraff, dans ce monde de désinformation, de fake news, de fausses informations, de complots, quel est pour vous l'intérêt des think tanks? Est-ce que ça change la donne dans votre relation aux think tanks? On a besoin, comme le disait Jacques Audibert, on a besoin, aujourd'hui, mais c'était vrai aussi hier, mais peut-être plus aujourd'hui, on a besoin justement d'experts, d'analyse, de décryptage. On reçoit aussi beaucoup d'experts, des gens provenant de think tanks qui nous démontent justement ce qu'on appelle les infox. Aujourd'hui, on a même des émissions qui y sont consacrées, parce que ça, c'est un vrai fléau, c'est le moins qu'on puisse dire. On a besoin aussi, comme le disait aussi à juste titre Jacques Audibert, de points de vue différents. Et nous, pour nourrir notre antenne, ce qui fait la richesse d'une antenne, c'est justement d'avoir ces points de vue différents, que ce soit aujourd'hui sur la crise du Covid, que ce soit sur la question du terrorisme, sur la transition écologique aussi.
Donc, plus que jamais, on a besoin des think tanks et pour lutter, comme vous le disiez aussi, pour les fake news. Et vous voyez, c'est intéressant parce que cette discussion sur les fake news, sur l'infox, on ne l'avait pas encore il y a de ça 5 ans et on ne faisait pas appel à des experts issus de think tanks pour venir démonter ces infox. Donc ça, il y a un vrai changement en ce sens-là et on a besoin des think tanks. Oui, on le sent très bien de notre côté également depuis quelques années et plus particulièrement depuis quelques mois où les gens sont plus chez eux et où les inscrits à nos conférences sont extrêmement nombreux. On sent qu'il y a un besoin du public de comprendre, de décrypter, de faire Mais vous voyez, sur le vaccin, excusez-moi, mais quand vous parlez de décryptage, que vraiment ce débat était intéressant sur cette géopolitique, par exemple, du Covid, c'était passionnant. Enfin, je veux dire, pour des téléspectateurs, de comprendre pourquoi les Chinois, enfin, que le vaccin sert aussi de soft power et permet aujourd'hui, par exemple, à la Chine d'installer encore son assise sur le continent en distribuant son vaccin sur le continent africain, les Russes qui vont distribuer leur vaccin en Afrique aussi pour asseoir là aussi leur présence sur le continent africain, mais également en Amérique du Sud, au Venezuela, au Brésil. Donc, je veux dire, ça, ce sont des think tanks, c'est voilà, ces experts qui étaient venus hier nous expliquer ça. Je suis pas sûre que tous les téléspectateurs aient ces outils en main pour comprendre aujourd'hui ce qui se passe autour de la vaccination, pourquoi certains pays ont tel et tel vaccin, pourquoi d'autres en ont d'autres. Voilà, que c'est pas qu'il y a des enjeux, il y a des enjeux stratégiques, diplomatiques, et on a besoin d'experts, voilà, pour comprendre et décrypter ce qu'on ne voit peut-être pas, ce qu'on a sous nos yeux, enfin d'aller un peu plus loin et d'approfondir et comprendre. Et dans le même temps, est-ce que vous diriez que le think tank se distingue peut-être d'autres institutions de recherche par sa capacité à vulgariser, mais au bon sens du terme? Ben, si vous voulez, je pense que c'est là où je parlais de cette relation un peu gagnant-gagnant, c'est-à-dire que les think tanks ont besoin aussi donc des médias pour se faire connaître, et de ce fait aussi, ils ont, je trouve, ces 10 dernières années, ce sont devenus aussi les experts que vous avez dans vos think tanks sont devenus aussi des personnages médiatiques. Ils ont l'habitude des médias, ils ont une connaissance des médias, donc si vous voulez, leur transmission de l'information, parce qu'ils savent ils ont une pédagogie même, enfin un mode de transmission médiatique qu'ils ont appris et donc ça leur permet, si vous voulez, de peut-être mieux passer l'information qu'un universitaire qui s'adresse à une salle de classe et qui n'a peut-être pas les mêmes outils médiatiques que celui qui est issu d'un think tank et qui fait des médias de manière récurrente et qui est entraîné à cet exercice-là et donc permet de transmettre sa publication, de la verbaliser et de la transmettre au plus grand nombre. Merci. Général de Rancourt, comment voyez-vous l'avenir des think tanks dans ce monde? Alors bien sûr, toujours aussi complexe, mais avec en plus ce défi de la désinformation peut-être. Alors déjà pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure et compléter un petit peu, je pense que l'État a une responsabilité pour faire en sorte que l'écosystème dans lequel les think tanks évoluent, prospèrent, soit bien structuré. Et donc c'est la raison pour laquelle quand vous disiez que les subventions publiques servaient à rendre des travaux au profit de la DGIS, par exemple. La DGIS, eh bien, c'est plus de 18 observatoires auprès des think tanks qui viennent compléter nos analyses. Ce sont également des contrats pluriannuels qui leur permettent de donner, d'avoir de la visibilité et de ce fait entretenir un vivier de chercheurs parce qu'ayant de la visibilité sur leurs moyens, ils peuvent aller explorer de nouveaux domaines, ils peuvent également recruter. Et il y a vraiment un enjeu autour du vivier des jeunes chercheurs pour notre pays. Moi, je suis frappé de voir à quel point les études qui ont trait à la géopolitique, qui ont trait aux relations internationales, attirent une grande partie de notre jeunesse. Et je suis frappé également de voir à quel point l'horizon de ces jeunes qui sont extrêmement brillants intellectuellement est difficile et pour percer dans
dans cet univers, il faut vraiment beaucoup d'énergie et de patience. Ensuite, pour ce qui est du recours à l'expertise des think tanks, il me semble que d'une part, on a deux mouvements qui se conjuguent, un besoin d'expertise de plus en plus pointu dans un certain nombre de domaines et en même temps un élargissement du champ dans lequel nous agissons. C'est vrai pour le ministère des Armées, mais c'est vrai pour toutes les politiques publiques. Et c'est parce qu'on a un volume de think tank suffisamment large, parce qu'on a un vivier de chercheurs suffisamment étoffé, qu'on va pouvoir répondre à ces enjeux. Et pour ce qui est du monde de la défense, il n'y a plus de secteur qui soit complètement cloisonné. On évoquait les affaires de désinformation. On a affaire de plus en plus à des menaces qu'on appelle hybrides, qui conjuguent à la fois des moyens légaux et des moyens illégaux, à la fois des moyens directs et des moyens indirects, qui utilisent de canaux officiels et de canaux qui ne sont pas officiels et qui restent sans arrêt sous le seuil de la conflictualité. Et donc, pour pouvoir décrypter tout ça, pour pouvoir mettre en perspective un certain nombre de choses, on a besoin de ces expertises. Donc, je pense que l'avenir des think tanks, il n'est pas sombre. Encore faut-il que l'écosystème dans lequel ils évoluent puisse contribuer à leur essor. Mais on en a vraiment besoin. Merci. Madame Védrenne, quel avenir pour les think tanks? Alors, je ne vais pas revenir sur ce que vient de dire le général de Rancourt, que je partage totalement sur la question des moyens, sur la question de comment accompagner les think tanks. Effectivement, il y a la question, nous, responsables politiques, on doit travailler sur les moyens, sur la valorisation de tous les think tanks. Moi, par rapport à ce qui a été dit, notamment précédemment, et je crois que c'est Madame Burger qui tout à l'heure parlait de décloisonnement. Et ça, je pense aussi que c'est un élément essentiel parce que on le voit bien, et toutes nos actions, et en tout cas aussi au Parlement européen, les décisions qu'on prend, elles ont un impact dans la vie quotidienne, c'est-à-dire que vraiment, on va de la commune au monde et du monde à la commune. Et c'est essentiel, évidemment, de travailler de manière décloisonnée, mais aussi d'avoir justement qui découle une expertise et une vision globale des choses et démontrer justement l'interconnexion aussi entre nous, toutes nos décisions. Parce que ça a été dit aussi par Madame Burgaz tout à l'heure quand elle évoquait toutes les émissions et tout le travail pour lutter contre les fake news, tout le travail de pédagogie qui est essentiel. Parce que l'enjeu, c'est aussi justement de rendre accessibles et compréhensibles tous les enjeux auxquels nous sommes confrontés pour favoriser aussi à l'acceptabilité de certaines décisions qui sont parfois complètement incompréhensibles, instrumentalisées, et faire en sorte que, à travers tous ces travaux aussi, on distingue cette volonté de rendre les choses accessibles, plus simples, mais sans tomber dans le simplisme. Et je crois que véritablement, les think tanks contribuent à cela, à appréhender les enjeux qui s'inscrivent dans notre quotidien, mais qui sont forcément aussi interconnectés avec des décisions beaucoup plus globales. Et c'est en ça que les décideurs politiques doivent accompagner les think tanks et on doit avoir aussi, on l'a vu avec la question précédente, valoriser la diversité de nos think tanks. Nous ne pouvons pas valoriser seulement des think tanks de telle ou telle obédience politique ou de tel ou tel sujet. C'est important de travailler justement à cette vision globale et à l'émergence de positions qui défendent les intérêts aussi français et européens dans un contexte aussi fait de rapports de force et d'affrontements. Merci à vous quatre pour ces 3 tours de table. Alors, je vais tout de suite commencer par les questions du public. Donc, je m'orienterai vers l'un ou l'autre de vous quatre en fonction des questions, mais n'hésitez pas à me faire signe si vous souhaitez répondre à une question, alors même que je ne vous interpelle pas. Alors, il y a une question à laquelle on a commencé à répondre, mais je crois que c'est peut-être bien de refaire un petit point là-dessus. Une question, un auditeur qui nous demande, est-ce que l'avis des think tanks vous intéresse, même quand ils ne sont pas d'accord avec vous, quand ils ne vont pas dans votre sens? Qui veut répondre?
Je vois que Général ou Madame la députée, vous avez acquiescé. Je vous laisse peut-être la parole à tous les deux. D'abord, Général. Bah, écoutez, surtout, le fait d'avoir un avis qui est totalement divergent est extrêmement d'abord stimulant intellectuellement parce que ça amène à se poser des questions sur la manière dont on répond à une problématique particulière, si, il y a eu, si notre raisonnement est travesti. Et puis ensuite, quand bien même on est convaincu du bien fondé des positions qu'on prend, ça aide à construire l'argumentaire, à le rendre plus robuste. Et donc, oui, c'est essentiel d'avoir des divergentes. Madame Vedren. Je m'inscris dans la droite ligne des propos du général. Je pense que c'est essentiel de faire justement appel à des personnalités, à des think tanks, à des chercheurs qui ne pensent pas comme nous. Parce que c'est ce que je disais aussi en préalable. L'enjeu, c'est de à la fois conforter ou de confronter nos opinions. Et c'est en tout cas pour un responsable politique qui doit bâtir des politiques publiques au service de l'ensemble des citoyens, c'est essentiel de valider ou non certains éléments. Et c'est comme ça qu'on avance aussi et qu'on prend les décisions les plus éclairées. Donc, capital de faire appel à tous. Moi, je peux dire... Vous avez le même que nous. Alors, j'ai une question, moi, qui revient tout le temps quand on évoque les think tanks, qui est la question du financement et de dire, au fond, si vous dépendez de l'État et de financement public ou si vous dépendez de financement d'entreprise, vous ne pouvez pas être indépendant, vous ne pouvez pas parler librement. Et c'est une question qui revient régulièrement et à laquelle nous, on est confrontés et on justifie. On a vu sortir dans la presse un certain nombre de papiers qui accusaient Merci, monsieur. d'être financés par tel ou tel pays ou telle organisation. C'est bien évidemment très compliqué de survivre si on doit se passer des financements publics ou des financements privés. Je ne sais pas où nous trouverions des financements, mais je vais peut-être vous laisser répondre. Jaco d'Hibert, est-ce que vous voulez répondre à la question? Le financement n'est pas un problème d'indépendance. Un décideur finance un think tank ou demande une étude pour avoir quelque chose qui sorte un petit peu de l'ordinaire. C'est pas être pour ou contre les opinions du commanditaire qui compte, c'est ne pas écrire ce qu'on a déjà lu 500 fois dans les 3 ans précédents. Donc on recherche l'originalité, on recherche l'intelligence. Évidemment, il ne faut pas aller à des extrêmes, on ne va pas commander des choses à des gens qui ne sont pas, qui sortent de la norme, qui sont racistes ou des choses comme ça, bien entendu. Mais ceci posé, Pascal, tu as ton téléphone qui est branché. C'est Pascal Boniface qu'on entend, je crois, à l'antenne. Encore une fois, ce qui compte, c'est ce qu'on demande avant tout. On l'a tous vécu. Quand on commence à lire un papier, on n'a pas envie de lire des choses qu'on a déjà lues 50 fois. Si c'est différent et si c'est dans une norme à peu près correcte, je veux dire, qui ne raconte pas des horreurs en dehors de nos valeurs, eh bien, c'est là que c'est gagné. Et l'indépendance ira de soi. L'indépendance, elle dépend en plus du talent que du financement. Vanessa Burgraff, je me tourne vers vous pour une question presque subsidiaire. Un auditeur nous demande, est-ce que vous pensez que la maîtrise de l'anglais n'est plus un problème pour nos chercheurs et ou intervenants de think tank français? Écoutez, non, moi j'ai l'impression qu'il y a une maîtrise, j'ai un peu du mal à vous répondre à cette question, puisque moi je dirige l'antenne francophone, donc je n'ai que des francophones, mais je travaille dans une rédaction où les gens parlent couramment anglais, donc ils ont accès à des publications en anglais de chercheurs voilà, qui publient en français, en anglais. Voilà, je peux pas trop vous... je suis pas suffisamment, si vous voulez, immergée dans les think tanks du côté des chercheurs pour savoir quel est leur niveau
Voilà, quel est leur niveau d'anglais. Moi, en tout cas, pour ma chaîne francophone, j'ai besoin qu'ils parlent français. Voilà, pour ma chaîne anglophone, enfin pour la chaîne anglophone, il y a quand même beaucoup. Enfin, je vois quand même les invités qu'on reçoit ici sur le plateau, même si moi je m'en occupe pas de la chaîne anglophone. Il y a quand même beaucoup de chercheurs qui viennent de think tanks français et qui viennent faire ici des plateaux en anglais. Peut-être moins qu'en français, mais on en trouve quand même. Madame Védrenne, peut-être, parce que étant à Bruxelles, vous voyez les think tanks français et leur présence à Bruxelles. Que pensez-vous? Je pense que nous avons de plus en plus des chercheurs qui maîtrisent justement plusieurs langues parce que justement, surtout quand il est question des relations internationales, bien évidemment, l'anglais est un prérequis en quelque sorte pour justement comprendre tous les enjeux. Et après, justement, on a des chercheurs aussi qui se spécialisent dans l'appréhension et dans la compréhension de certaines langues particulières. Et ça, c'est évidemment une force complémentaire et supplémentaire pour avoir la qualité de nos travaux. Donc, bon, les échanges que je peux avoir avec les représentants des différents think tanks à Bruxelles maîtrisent généralement français, anglais et souvent même une langue complémentaire. Et je dirais que à Bruxelles, un élément aussi essentiel et une langue importante, c'est bien évidemment l'allemand. J'ai une question pour vous, Général de Rancourt. Comment les think tanks peuvent être intégrés d'une façon officielle? Alors, ne me demandez pas ce que pourrait signifier le officiel dans les travaux prospectifs des armées, mais surtout la question, la partie peut-être plus intéressante de la question, c'est comment choisissez-vous le think tank le plus convenable pour collaborer avec les armées et que signifierait pour vous convenable? Comment comprenez-vous la question? C'est une question curieuse. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que d'abord, on a un vivier qui est pas extensible, qui est assez limité. Et donc, notre enjeu, c'est vraiment de contribuer à voir ce vivier s'étoffer, se renouveler. Et donc, dans le paysage des... Alors, le chiffre que vous citiez tout à l'heure en début d'intervention de 260 think tanks français, je ne l'avais pas en tête, mais ceux avec lesquels la défense travaille régulièrement sont des think tanks qui sont connus, reconnus depuis longtemps, que ce soit vous-même, que ce soit l'IFRI, que ce soit la FRS. Ce qui compte, et c'est ce qui était évoqué tout à l'heure, c'est d'abord la qualité de la réflexion, la compétence et la rigueur académique sur laquelle se fondent les travaux qui sont menés par ces différents think tanks. Alors, à la différence du monde universitaire qui travaille vraiment dans le long terme et du monde médiatique qui travaille dans l'instant, le think tank va remplir ce qui est entre les deux, en apportant à chacun d'entre nous des expertises et des analyses qui sont fouillées, qui nous permettent de nous faire une idée plus juste de problématiques qui sont compliquées. Donc, en termes de valeur, c'est d'abord, je dirais, la rigueur académique qui porte et qui structure les réflexions au sein des think tanks. Il y a une question sur l'influence des think tanks, mais avec une approche beaucoup plus spécifique. Est-ce que vous pensez que les think tanks sont à même d'influencer les décideurs publics ou privés? Est-ce que les think tanks, finalement, au-delà du débat qu'ils organisent, au-delà de l'expertise qu'ils peuvent produire, est-ce qu'ils ont un véritable rôle d'influenceur auprès des décideurs? Peut-être Jacques Audibert? Bien sûr, c'est même leur fonction. Ils sont là pour influencer, mais dans le bon sens du terme. Un think tank qui produit un travail de qualité va évidemment conduire celui qui le lira à prendre des décisions différentes. Ça me paraît une évidence, mais encore une fois, ça n'est pas un lobbyiste, un think tank. Il ne faut pas confondre.
ou alors c'est malhonnête. Un think tank est là pour apporter une expertise, quelquefois contradictoire. Elle peut appartenir à une idéologie, auquel cas, à mes yeux en tout cas, c'est un peu moins précieux. Mais un bon papier de 4 pages sur un sujet clé peut bien entendu influencer les décideurs et aussi à travers la présence des think tanks dans les médias dont parlait Madame Burggraff, et bien entendu, il y a aussi cette influence-là. Je me permets justement de préciser, parce qu'il y a beaucoup de questions sur l'indépendance des think tanks. Est-ce que les think tanks sont véritablement indépendants? C'est vrai qu'aujourd'hui, on souffre d'une certaine confusion sur le concept parce que le think tank est à la mode et que beaucoup d'institutions, d'organisations se revendiquent être des think tanks, voire des entreprises créer leur propre think tank ou autre. On a parlé tout à l'heure des partis politiques et je crois qu'il faut bien préciser à nos auditeurs que quand on parle de think tank ce soir et en France en particulier, on se réfère à ces organismes qui réfléchissent, qui font du débat public et dont la valeur centrale, la valeur clé, c'est l'indépendance. Et c'est être capable de produire de la réflexion, de la recherche et du débat de manière totalement indépendante. Et c'est parce qu'ils sont indépendants et ils travaillent cette indépendance qu'ils vont produire peut-être des analyses alternatives et qui, à un moment donné, pourront peser et avoir une certaine influence. Donc, je vais continuer avec mes questions. Il y en a un certain nombre. Alors, dont une question, comment fait-on pour poser des questions? Alors, je me permets de préciser, vous avez un petit onglet sur votre, à côté de nos vidéos et de nos images, vous avez un petit onglet qui s'appelle questions. Et là, quand vous cliquez dessus, vous allez avoir une boîte de dialogue qui va s'ouvrir et vous allez pouvoir poser votre question. J'ai une question sur on n'en a pas encore parlé, sur les liens et les échanges entre le monde universitaire et le monde des think tanks. On l'a un petit peu évoqué, mais pas tellement. Une question d'une assistante de recherche affiliée à un laboratoire qui nous demande comment on pourrait renforcer la synergie entre les chercheurs et les think tanks. Je crois que c'est Vanessa Burggraff qui avait évoqué le fait que le think tanker ou le chercheur d'un think tank, il a l'habitude du média, il a l'habitude de la parole publique, il a l'habitude d'intervenir et donc il est peut-être plus visible et plus facile pour vous à inviter qu'un chercheur académique. Mais là, c'est la question suivante, c'est comment on fait pour rapprocher au fond ces deux mondes? Vanessa Burggraff, vous voulez répondre? Vous avez des idées? Et puis je céderai la parole à d'autres intervenants si vous souhaitez. Moi, j'ai le sentiment quand même qu'il y a quand même des universitaires qui participent aussi à des think tanks. C'est pas totalement, enfin, c'est pas deux mondes totalement clivés, que l'un n'exclut pas l'autre. Mais comme je le disais, je pense que les experts, en tout cas, qui ne sont pas nécessairement des universitaires et qui sont dans des think tanks, ont plus d'expérience en effet médiatique, arrivent peut-être mieux à synthétiser leurs pensées, voilà, avoir un outil, à mieux maîtriser en tout cas l'outil médiatique que les universitaires. Maintenant, je ne sais pas si c'est, je ne peux pas vraiment vous répondre à la question, je sais pas, j'ai pas le sentiment en tout cas que ce soit si cloisonné que ça, puisqu'on a des universitaires qui appartiennent aussi à des think tanks et qu'on reçoit aussi sur nos plateaux. Je ne sais pas si l'un exclut l'autre. C'est d'ailleurs à vous de nous le dire si. Enfin, vous voyez, s'il y a le lien, si vous-même à l'IRIS, par exemple, si vous avez beaucoup d'universitaires aussi qui sont membres de l'IRIS. Oui, tout à fait. Je crois que ce qui distingue en fait les chercheurs plus que think tank ou académiques et universitaires, c'est la façon dont on pense sa recherche et dont on travaille sa recherche. Vous aurez toujours besoin de chercheurs de faire de la recherche fondamentale et de chercheurs qui travaillent sur des concepts théoriques, des concepts plus abscons et difficiles à démocratiser et qui ne participent pas véritablement du débat public. Et à l'inverse, vous avez de la recherche plus opérationnelle, à la fois opérationnelle à destination des entreprises ou des pouvoirs publics, mais également dans le débat public. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir sur cette question ou compléter ce qui a été dit? Non? Alors, oui. j'avais une... Oui. Oui, pour compléter un petit peu ces sujets de décloisonnement entre le monde universitaire
institutionnel, administratif. Au ministère des Armées, on a lancé plusieurs initiatives depuis 2015, en particulier un pacte enseignement supérieur qui vise à rapprocher le milieu universitaire du milieu de la défense et de la réflexion stratégique qui est liée. Et d'ailleurs, des centres d'excellence, pardon, des labels d'excellence vont être attribués à 2 universités très prochainement. Et puis par ailleurs, on a mis sur pied un club qui s'appelle le Club Phoenix, au sein duquel peuvent se retrouver à la fois des acteurs du secteur privé, à la fois des jeunes chercheurs et également des gens qui représentent le monde institutionnel pour débattre, pour se connaître et puis pour favoriser le croisement des parcours et puis l'hybridation des réflexions. Alors, j'ai ensuite une question sur le lien entre la qualité des étudiants qui viennent se former dans nos écoles et les universités et la qualité ou le volume des think tanks français. L'idée, c'est l'influence des think tanks. Est-ce que le think tank attire ou peut attirer des étudiants étrangers? Est-ce que vous voyez un lien entre l'attractivité à venir se former en France et le dynamisme ou dans un pays et le dynamisme des think tanks? Non. En fait, l'attractivité en France, elle reposera sur le rayonnement de nos think tanks. Et donc, ça suppose qu'à l'international, ils puissent se faire entendre, qu'ils puissent disposer de relais, qu'ils puissent également être présents dans tous les forums multiples qu'on a vu se développer depuis un certain nombre d'années. Je pense à des affaires comme le Shangri-La Dialogue, je pense à un certain nombre de forums internationaux. Et c'est à l'occasion de ces prises de parole, à l'occasion de la présence de think tankers français dans ces cénacles extrêmement médiatisés que le rayonnement, la crédibilité de la pensée stratégique française se renforcera et donc contribuera à l'attractivité d'étudiants étrangers. Ensuite, les classements dont bénéficient nos think tanks à travers le classement que vous évoquiez tout à l'heure, ils contribuent également. Donc, je pense que on est relativement attractif. Vous connaissez probablement mieux que moi le vivier dans lequel vous pouvez également chercher de jeunes étudiants étrangers, mais je crois que ça passe par une action de rayonnement international et puis la qualité de nos productions. J'ai une question que j'ai envie de poser à vous quatre. C'est une question sur la légitimité des think tanks. Comment vous appréciez, vous estimez, vous jugez l'intérêt d'un think tank, sa légitimité, et donc vous travaillez avec ces think tanks? Sa légitimité est directement liée à sa qualité. Où il produit des choses intéressantes et il forme des gens intéressants et il est parfaitement légitime. Sinon, il ne l'est pas. Peu importe, encore une fois, ses modalités de financement, peu importe le secteur dans lequel il évolue, et même à la limite, peu importe s'il adhère à une idéologie, encore une fois, pourvu qu'elle soit conforme à l'essentiel ou même l'intégrité de nos valeurs, mais en termes de légitimité, un think tank est légitime si quand je lis un papier, je découvre des choses que je n'ai pas lues 100 fois, pour caricaturer. Madame Wedren. Je partage totalement ce que vient de dire M. Audibert. La qualité, on l'a vu à travers tous les échanges qu'on a depuis le début de ce webinaire. C'est essentiel et c'est ce qui fait justement que le think tank, de manière globale, acquérera une plus grande légitimité. Ça sera aussi sûrement dû à certaines têtes d'affiche dans le think tank qui permettent, on vient d'évoquer la question de l'attractivité, renforcer justement la légitimité du think tank, mais ça sera vraiment la qualité qui
permettra de légitimer le regard qu'on peut porter sur les différents travaux qui seront produits. Général ? Totalement en phase avec ce qui vient d'être dit. C'est la qualité, la rigueur qui sont la réponse à la question. Et Madame Burggraff ? Ben, même chose, évidemment, c'est le niveau d'analyse. Hein. Il y a le label aussi, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, enfin, je parle sur les relations internationales, voilà, il y a un label de qualité, si je puis dire, voilà, que ce soit pour l'IRIS, l'IFRI, la recherche pour la Fondation pour la recherche stratégique. Donc voilà, on a confiance en ces think tanks. On se pose pas trop la question du financement. Après, on posait la question de l'indépendance. On sait très bien, enfin, nous journalistes, que les experts ou les chercheurs ou les gens qui travaillent dans les think tanks, personne n'est neutre. Ça n'existe pas. L'individu n'est pas neutre. Donc, tout le monde a un point de vue. Ce qui est important pour nous journalistes, avant de recevoir quelqu'un issu d'un think tank et voilà, que ce soit n'importe lequel, ce que je viens d'énumérer, c'est de savoir quel est le point de vue de notre interlocuteur, parce que sur les questions internationales, il y a des points de vue, qui sont parfois très clivants. Alors, c'est plus facile dans le cadre d'un débat, parce que souvent, il y a quelqu'un en face qui a un point de vue différent, donc l'animateur du débat va pouvoir recadrer le débat. Mais quand on a un journaliste qui est seul face à un expert ou un analyste, voilà, il faut qu'il ait en tête quel est le point de vue de cette analyse pour apporter de la contradiction ou parfois pour recadrer les propos de l'analyste qu'il a en face de lui. Donc, nous, on ne se pose pas la question du financement, mais on se pose la question du comment se situe cet expert issu d'un think tank par rapport à une question internationale. Merci. J'ai ensuite une question. Je ne sais pas si nous aurons la réponse, mais c'est une question intéressante. Est-ce que les think tanks sont soumis ou pourraient être victimes de cyberattaques, de tentatives d'influencer leurs pensées? Et alors, Général, je suppose que vous avez une réponse. Je pourrais essayer d'en faire une autre et peut-être si nos autres intervenants ont un point de vue sur le sujet, je leur cède la parole bien volontiers. S'agissant des cyberattaques, tout le monde y est exposé. Tout le monde y est exposé. Là, un des grands enjeux depuis quelques années, c'est d'arriver à faire en sorte que nos entreprises, nos institutions puissent être protégées le mieux possible contre ces cyberattaques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, mais c'était évoqué également tout à l'heure, comme on est dans un univers où la désinformation, les fake news, le rythme auquel se partagent les informations est extrêmement élevé. Oui, je pense que n'importe quelle institution et les think tanks tout autant peuvent être victimes de manœuvres d'influence, de manœuvres de désinformation. Et ça, c'est une réalité à laquelle dont il faut être conscient et à laquelle il faut être préparé. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Peut-être pour compléter ce qui vient d'être dit par Général, je suis tout à fait là encore en phase avec lui. Et je pense que justement, c'est aussi pour ça que le Parlement européen vient de créer une commission spéciale sur l'ingérence étrangère, sur l'ensemble du processus démocratique, mais plus largement européen, parce que justement, nous avons conscience que cette menace est de plus en plus forte et il nous faut donner les moyens pour protéger, que ce soit les think tanks, mais que ce soit plein d'autres opérateurs, que ce soit bien sûr les États, mais aussi nos entreprises. C'est capital et il y a, je pense, une prise de conscience de plus en plus large sur cette question.
Oui, et je crois que pour compléter un petit peu et expliciter ce qu'est le métier d'un chercheur de think tank, et surtout un think tank en relations internationales, c'est vrai que on porte notre parole dans notre pays comme à l'international, à travers nos écrits, mais aussi à travers les conférences que nous organisons. Et c'est vrai que nous ne sommes jamais à l'abri de manipulations directes ou indirectes d'ailleurs, et nous sommes sensibilisés à ces risques-là par les pouvoirs publics très régulièrement. Donc, nous sommes formés à être attentifs. Alors, ça ne veut pas dire que nous ne serons jamais victimes de ce type de tentative, mais nous sommes particulièrement exposés et nous le savons. Et c'est quelque chose dont chaque chercheur de think tank a conscience, en fait, puisque c'est l'une des premières choses que nous disons quand nous recrutons des chercheurs, c'est de bien leur expliquer qu'il faut être extrêmement prudent dans l'expression dans son travail, dans l'expression de ses opinions et dans la relation que l'on peut avoir aux autres. Nous réalisons également, en particulier quand nous travaillons pour le ministère de la Défense, nous réalisons des travaux qui peuvent avoir une certaine sensibilité. Et là aussi, il y a une attention particulière qui doit être portée dans la façon dont nous communiquons sur ces travaux, dans la façon dont nous nous exprimons, même à l'oral ou dans des conférences sur ces travaux que nous avons pu réaliser, les conclusions que nous avons pu en tirer. Donc, je crois que c'est quelque chose, effectivement, c'est un risque évident pour les think tanks et les chercheurs des think tanks, mais c'est quelque chose auquel nous sommes particulièrement sensibles et sensibilisés et attentifs. Et encore une fois, ça ne nous protège pas complètement de ce risque, mais nous le savons et nous en tenons compte évidemment dans notre travail quotidien. Alors, il y a une autre question, et peut-être qu'on va terminer là-dessus. Il y avait une question sur l'idée que, au fond, est-ce qu'il ne serait pas pertinent qu'il y ait un think tank international ou un think tank de think tank, est-ce que ça ne permettrait pas de faire travailler ensemble beaucoup plus tous les think tanks et les différentes façons d'aborder la recherche dans les think tanks? Qu'en pensez-vous? Ah, moi je Mais ça serais existe déjà. Ça existe déjà. Il y a déjà des think tanks internationaux qui réunissent des bonnes volontés du monde entier. Le Peace Forum, par exemple, c'est un think tank international où vous avez des gens du monde entier qui travaillent ensemble et qui produisent le même type de production. C'est une très bonne idée, mais ça existe déjà. Et même, je serais tentée de dire, même dans notre activité, justement, le centre qui a été fondé par James McGahn et qui fait ce classement des think tanks organise régulièrement, comme je le disais au début, des échanges entre les think tanks. Et c'est vrai que ça nous permet de développer notre réseau et nos échanges. Et puis, par ailleurs, vous avez un certain nombre d'organismes, et en particulier les organismes, qu'il s'agisse du ministère de la Défense, qu'il s'agisse également de la Commission européenne au niveau européen, qui sont extrêmement attachés à ce que lorsque l'on répond à un appel d'offres, lorsqu'on postule pour obtenir une étude ou travailler sur un projet, veulent qu'on travaille à plusieurs. Et donc, sans être dans la même institution, et à la limite, tant mieux, parce que ça permet la pluralité aussi des approches, eh bien, nous travaillons déjà ensemble et en collaboration très souvent les uns avec les autres, et c'est quelque chose d'extrêmement important que d'avoir cette capacité à collaborer. C'est aussi important parce que les think tanks sont de petites institutions en général, et au fond, on ne dispose pas de toute l'expertise, donc avoir un réseau de chercheurs est quelque chose d'extrêmement important. Pour vous citer une illustration et vous donner un exemple, alors je sais que nos intervenants connaissent ça par cœur, mais c'est à destination de nos auditeurs. On a à l'IRIS un certain nombre de réseaux comme ça sur les questions climatiques, sur les questions sportives, de réseaux de chercheurs, et puis chaque fois qu'on propose et qu'on travaille sur un sujet, on les mobilise. Et on a en particulier un réseau de chercheurs européens sur les questions de défense et d'armement, surtout d'armement. C'est le réseau ARES, qui regroupe une vingtaine de chercheurs, en fait, de quasiment tous les pays, enfin d'un certain nombre de pays européens, et qui produit des notes. Et d'ailleurs,
l'ADN de ce réseau, c'est de produire des notes avec des avis très divergents, puisqu'on sait qu'en matière de défense, on n'a pas du tout la même vision des choses, la même vision des menaces. Et donc, on produit des papiers, parfois sur une même thématique. On va produire 5, 6, 10, 15 papiers de chercheurs de nationalités différentes. Et c'est vrai que on s'aperçoit, ça fait 4 ans que ce réseau fonctionne, on s'aperçoit que exprimer nos différences, c'est déjà en partie les gommer, en tout cas apprendre à se connaître, apprendre à se comprendre. Et c'est un outil extrêmement puissant d'influence à Bruxelles. À Bruxelles, moi je me souviens, le premier séminaire que nous avons organisé à Bruxelles avec ce réseau, nous avions 20 personnes dans la salle, le deuxième une cinquantaine, et aujourd'hui tous les gens qui sont proches de nous nous disent ah, vous avez tout ce qui compte sur ces questions à Bruxelles dans la salle. Donc vous voyez, c'est travailler ensemble, c'est aussi un moyen de peser, d'influencer, et puis d'avoir une approche beaucoup plus diversifiée et beaucoup plus proche de la réalité, bien évidemment. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir ou compléter? Oui, il y a également un sujet qui est un petit peu connexe à la question qui a été posée, c'est la capacité de nos think tanks à projeter à l'étranger, et je pense à Bruxelles en particulier, des antennes. Vous avez la RAND, vous avez Carnegie qui ont les capacités de le faire, et nous en France c'est beaucoup plus difficile. Et je pense que si on a les moyens d'encourager et de soutenir ce type d'initiative, ça contribuerait à répondre en partie à la question qui a été posée. Oui, tout à fait, tout à fait. Et bien, écoutez, on arrive à la fin de notre session. Il ne me reste plus qu'à vous remercier tous les 4 d'avoir accepté d'intervenir ce soir et à remercier également nos auditeurs pour leur attention et les questions nombreuses qu'ils nous ont posées. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire à l'IRIS. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bien, au revoir.